bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Jean-Baptiste Vier. À 38 ans, ce papa geek tient une chaîne YouTube et un blog en parallèle de son travail à temps plein. Auteur de plusieurs livres, il nous partage son parcours. Merci Jean d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Développement Royal. Ça fait un petit moment que je te suis, que je te lis surtout, puisque tu as été plusieurs fois édité, Blockbuster, là plus récemment Marketing Digital, YouTuber. Tu es ce qu'on appelle un vrai geek. Donc je voulais t'avoir dans le podcast puisqu'on a ce côté, cette passion du digital, du web. Donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Et écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu aux auditeurs, d'où tu viens, quel âge tu as, enfin le classique. Ça roule, merci Patrick pour l'invitation. Donc Jean-Baptiste Vier, alors c'est pas Jean, c'est mon pseudo, Janvier, sur internet pour faire un petit jeu de mots. Le premier mois de l'année, donc j'ai deux activités. Je suis chef de projet web chez Orange, donc on va dire pendant les 5 jours ouvrés d'une semaine. Et le week-end, je me transforme en, on va dire, YouTuber tech, où je partage tous mes bons plans, mes trouvailles de mon quotidien. Exemple, comment, je sais pas, faire un petit montage vidéo avec son téléphone, comment, si j'ai un problème d'espace sur mon téléphone, comment résoudre ça. Voilà, c'est vraiment mon quotidien, je le présente sur ma chaîne YouTube. Et comme tu le disais, j'écris également des livres pratiques. Alors sur le blogging au départ, sur la vidéo ensuite, sur l'auto-édition aussi. Et donc j'ai démarré en auto-édition pour finalement être édité par un grand éditeur qui est Erol. Voilà, donc j'ai vraiment deux activité pro chez Orange, et puis également c'est cette petite passion qui me permet d'avoir, comme on dit, des revenus complémentaires. Mais j'aime bien cet équilibre en fait, d'être à la fois salarié et, on va dire, pas entrepreneur, mais micro-entrepreneur. Alors on va y revenir parce que justement, c'est parmi les différentes personnes qu'on peut recevoir sur le blog, les différents auditeurs aussi du blog, des gens qui parfois qui ont un rêve ou un fantasme de quitter leur activité salariée. C'est effectivement quelque chose qui est savamment entretenu par certains, donc on pourra en discuter effectivement dans le podcast sur ce choix. Je vais revenir un peu sur ton parcours. Quel âge tu as là au jour d'aujourd'hui ? Alors j'ai 38 ans. 38 ans, t'es marié ? Marié, 2 enfants, ouais, voilà. Mais donc la vie classique, quoi. Donc ça interpelle aussi parce que tu fais pas mal de choses et on y reviendra sur justement ton organisation, sur cette double activité, enfin cette triple activité, puisque papa, père de famille, salarié, mais aussi blogueur, youtubeur. Ouais. Et donc je suis connecté à Internet. Alors je suis pas de la génération qui a toujours vécu avec Internet. Moi, c'est arrivé quand j'étais adolescent, un peu comme quelque chose de magique. Quand j'avais 12-13 ans, je me souviens encore aller dans les centres commerciaux pour pouvoir accéder à Internet, parce qu'on l'avait pas encore à la maison. C'était un peu l'élite qui avait ça. Donc ça doit être fin des années 90. Donc moi, j'ai toujours eu une admiration, si tu veux, pour le média Internet, et cette capacité qu'on a avec Internet, en fait, de pouvoir s'adresser à n'importe qui à travers le monde, et de pouvoir finalement partager une passion comme ça avec le plus grand nombre. Pour revenir un petit peu sur... je partage ta vision, hein, puisqu'on est à peu près de la même tranche d'âge, hein, j'ai 37 ans. Comment t'es arrivé un petit peu dans ce... Justement, comme tu disais, adolescent, 12-13 ans, tu vois arriver l'avènement d'Internet. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Quel cursus tu prends après ton adolescence ? Est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y avait des gens déjà qui étaient un peu orientés tech, profil ingé ou des choses comme ça, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Mon père, il travaille à la Poste. Il a un poste de direction, alors dans les Hauts-de-Seine, voilà. Dans la famille, non, il n'y avait pas vraiment d'informaticien. Moi, mon grand-père, il était plutôt ouvrier. Il faisait des choses avec ses mains, peut-être pour reprendre un truc un peu bricolage. Ma mère au foyer, donc il n'y a pas vraiment de background. Mais ce qu'il y a, c'est que mon père, depuis que je suis tout petit, a toujours fait en sorte qu'on ait des équipements informatiques. Alors pas forcément les meilleurs. Comme je me souviens avoir eu un Atari ST 1040 quand j'étais petit. Alors j'étais un peu frustré parce qu'on pouvait pas faire grand-chose avec. Je me souviens que mon frère, donc qui a 7-8 ans de plus que moi, lui a eu tout ce qui est je crois les MO5, les premiers trucs où tu mettais des cassettes audio pour jouer à des jeux. En fait, on avait des ordinateurs, mais on les exploitait pas bien comme il fallait, quoi.
souvent on avait les disquettes avec des jeux, on jouait au lieu de faire des trucs sympas. Et en fait, le switch a vraiment été quand j'ai vu que grâce à Internet, tu pouvais créer facilement des petites pages web. Et je pense que l'avènement Internet a permis de rendre la création accessible, chose qui était beaucoup moins évidente avant, parce que finalement, le petit programme que tu pouvais faire sur ton ordinateur, déjà les confs des ordinateurs n'étaient pas exceptionnels. Si tu avais la chance d'avoir un PC, alors il n'y avait même pas encore Windows, c'était MS-DOS, c'était un peu compliqué. On a eu, ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand c'est devenu accessible et que la création a été facilitée, quoi. Et on est encore même plus, depuis 10 ans, c'est encore mieux, parce que le smartphone, smartphone et tablette, c'est encore beaucoup plus intuitif que l'ordinateur, même, mais peut-être ça bride sur les aspects écriture. Les gens perdent peut-être, la nouvelle génération, le fait d'écrire des choses sur un clavier. Je pense que c'est important de garder aussi le clavier. Alors effectivement, il y a pas mal de choses. Effectivement, je partage pas mal de points de vue, notamment sur le côté scriptural, où j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui on va encore savoir rédiger une page de vente? Est-ce qu'on va pas tous dicter une page de vente? Enfin bon, voilà, il y a il y a plein de choses. Et puis il y a une partie de la génération qui perd l'écriture au profit effectivement du SMS, du texto, de la correction automatique, et j'en suis aussi parfois moi-même victime. Tu as fait quel cursus finalement après ta période d'adolescence avec la présence de l'internet, etc. Tu t'es orienté vers une filière un peu tournée autour du digital et tout ça, ou pas du tout? Ouais, alors pas directement. En fait, c'était en classe de seconde. Je me souviens, tout le monde voulait faire soit littéraire, soit S. Et moi, j'avais un petit peu tout ce qui était économie, ça me plaisait. Donc j'ai dû être le seul de ma classe à dire je vais aller en première ES, pardon, économique et sociale. Alors je crois que c'est les filières qui existent encore aujourd'hui. Et donc, parce que ça, moi, l'aspect gestion, l'aspect comment dire, pratiquer, on va dire les maths, mais plus dans une logique de bon gestionnaire, comment je peux calculer des dépenses qui vont me rapporter de l'argent, etc. Comment je peux faire un business model, enfin tous les aspects un petit peu économiques, même les grandes théories économiques qu'on apprenait à l'époque. Alors c'est comment, tout ce qui est Adam Smith, etc. Bah, c'est des trucs qui me plaisaient, donc je suis allé là-dessus un peu seul dans ma classe, je me souviens. Donc ensuite, après, jusqu'en terminale, j'ai eu un excellent parcours en terminale. On te dit un peu d'être le meilleur pour pouvoir viser des écoles de commerce. Donc je visais une prépa HEC. Donc c'est bon, j'ai terminé premier. Alors j'ai pas eu le bac avec mention très bien, juste mention assez bien, je crois. Ça m'a un petit peu échaudé, mais j'étais accepté dans l'école. Donc j'ai fait 3 semaines de prépa HEC dans un lycée parisien dans le 13e. Et puis quand j'ai vu un petit peu la compétition, etc., je me suis dit, oula, putain, ce truc, c'est pas fait pour moi. Alors pour autant, je m'étais préparé pendant toutes les vacances, j'avais lu des bouquins, etc., pour être à niveau, parce que j'étais pas forcément dans les plus grands lycées parisiens. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite switché. Je me suis dit, on va arrêter ça, je vais pas perdre un an. Et je suis tout de suite allé à la fac de la Sorbonne, donc en une fac éco-gestion. Donc j'ai fait 2 ans de DUG. Alors maintenant, je crois que on va jusqu'à la licence. Master 1, Master 1, ça s'appelle maîtrise de sciences de gestion. Donc ma spécialité, c'était plutôt marketing. Donc toujours la gestion, les sciences économiques qui me plaisent bien, avec une composante maths, et puis également donc la comptabilité, etc. Toutes ces matières-là, alors qui sont peut-être un petit peu prises de tête, mais qui peuvent être utiles plus tard, notamment pour bien gérer une entreprise. Et donc le marketing, ça me plaisait plus que on pouvait spécialiser aussi dans les finances, puisqu'il y avait une idée de comprendre les besoins des utilisateurs et essayer de créer en fait des services qui soient adaptés. Et c'était donc fin 2000 que j'ai eu mon bac. Alors 2003-2004 que j'ai eu ma maîtrise de sciences de gestion. On était un petit peu 2-3 ans après l'éclatement de la bulle Internet, mais il y avait encore cette idée que Internet, c'était l'Eldorado. Donc moi, j'avais vraiment envie de bosser sur Internet, donc j'ai fait une spécialisation, un master 2 en commerce électronique. Et ce master 2 en fait m'a permis de mettre un pied dans une entreprise Internet, un fournisseur d'accès Internet, qui était à l'époque Wanadoo, qui est devenu Orange. Et j'ai jamais quitté Wanadoo Orange depuis. Alors donc l'entreprise que j'ai choisie, c'était vraiment
comme je disais juste en début de notre interview, pour moi, Internet, c'était un petit peu le rêve d'enfant, quoi. Et la première connexion que j'ai eue à la maison, c'était Wanadu. Et donc, le fait de pouvoir travailler sur le portail qu'on avait accès à la maison, c'était juste magnifique. Donc, j'ai tout de suite eu un parcours, si tu veux. Alors, j'ai pas forcément fait les grandes écoles, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, mais en tout cas, j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient, et même dans l'intégration de l'entreprise. Donc j'ai fourni un travail efficace. J'ai fait un stage de 3 mois, un stage de 6 mois, et à la suite de ça, ils m'ont pris en CDD, et après ils m'ont pris en CDI. Donc peut-être plus laborieux que certains, mais toujours, si tu veux, dans une logique de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me passionne. Ok, donc c'est effectivement un dénominateur commun qu'on a et qui est commun, je pense, à la plupart des auditeurs, de justement de chercher à faire des choses qui sont un peu épanouissantes et pas que alimentaires, comme malheureusement parfois c'est souvent le cas. Euh, est-ce que tu te souviens exactement à quel moment tu lances tes premiers projets en parallèle justement de ton activité salariée? Parce qu'à ce moment-là, enfin, t'arrives un peu à rentrer dans la boîte. La boîte qui représente pour toi le net. Est-ce que simultanément, est-ce que ça vient vraiment longtemps après que tu lances des projets, tes premiers blogs, etc. ou pas? Alors, on va dire, c'est peut-être un an après, un an de CDD. Ça doit être quelque chose à partir de 2005, ouais. Peut-être, ouais, où j'étais peut-être encore en stage. Ouais, j'étais encore en stage. À la fin de mon stage, on venait de me prendre en CDD, et je me dis, je vais peut-être pas toujours rester là. Il y avait une incertitude sur le fait que je puisse rester chez France Télécom à l'époque. Et donc, je me dis, ça serait quand même bien que je me fasse un petit CV en ligne. Donc ça, c'était le point de départ. CV en ligne pour quand mon CDD sera terminé, que je puisse montrer ce que je sais faire. Et donc, à l'époque, c'était un peu la période des blogs. Moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études en DESS, donc en Master 2 commerce électronique, sur le phénomène des blogs. Donc, je me suis lancé à sortir ce blog sous WordPress. À l'époque, il y avait WordPress et Dotclear qui étaient les deux plateformes. Dotclear, c'était un truc français. WordPress, alors ça avait des origines françaises, c'était un fork de je sais plus quel CMS, mais ça avait été repris par un Américain. Et en fait, il y avait une communauté qui était beaucoup plus active. Donc j'ai fait ça. Et en fait, si tu veux, un petit peu par hasard, en tâtonnant. Alors il y avait quand même un contexte un peu particulier. Pourquoi je me suis mis à monter mon site, à faire un blog en plus de chercher un boulot. En fait, j'ai eu une maladie à la fin de mes études. Ça s'appelle la maladie de Hodgkin, dans lequel c'est une sorte de cancer des ganglions, où j'étais amené en fait à faire des séances de chimiothérapie pendant c'était 16 mois. Donc toutes les 2 semaines, je faisais une séance de chimiothérapie. Et quand tu fais une séance de chimiothérapie, en fait, tu es complètement cassé. C'était le vendredi. Donc je prenais un RTT l'après-midi pour aller à l'hôpital de jour qui me fasse mes séances de chimiothérapie. J'étais complètement pété, cassé, fatigué. Et je pouvais plus sortir le week-end. Et donc le week-end, en fait, je le passais comment dire, à travailler sur mon site internet. Comme je pouvais plus avoir de lien social, sortir avec les amis, donc je passais ce temps-là sur internet. Et donc c'est un peu comment dire, par la force des choses, pour essayer de garder une activité, si tu veux, à côté, que je me suis mis à monter tout ça. Et comme je disais, c'est plutôt la passion dans une logique de partage. Donc au départ, à des fins pro pour le CV. Et puis après, je me suis dit, je vais publier des petits tutos informatiques sur moi, des usages que j'aime bien. Donc je me souviens à l'époque, il y a 2 tutoriels que j'avais publiés qui marchaient très fort. Un tutoriel pour regarder les séries ABC réservées aux Américains. Donc j'expliquais comment configurer son navigateur avec un plugin Firefox, Foxy Proxy. Et ça a vachement plu, parce qu'il y a eu plein de commentaires sur ce post. Et j'ai fait la même chose j'ai parlé comment convertir des vidéos. Maintenant, c'est plus simple. On a des vidéos au format MP4 standard, mais à l'époque, il y avait plein de formats vidéo qui tournaient sur le net. Il y avait du DivX, du XVID, du MKV, etc. Et donc, à chaque fois, on nous envoyait une vidéo, on était incapable de le lire avec son PC, même avec VLC. Et puis, il y en a qui voulaient regarder ça sur DVD, ça marchait pas, ils voulaient le graver. Donc, j'avais fait un petit tuto très complet. Pareil, le gros truc qui a démarré. Et donc, Tes tutos, Jean-Baptiste, je te coupe, mais tes tutos étaient sur YouTube ou ils étaient sur le blog? non, que du blog. Donc j'avais même pas de chaîne YouTube, je pense, à l'époque. C'était 2005-2006. Je crois que j'avais plutôt démarré sur Dailymotion, qui avait peut-être meilleure popularité à l'époque en France. Et la seule fois où je faisais des tutos, c'était plutôt pour accompagner des articles de blog,
où je faisais ce qu'on appelle des screencasts. Je montrais à l'écran les manipulations, mais c'était très mal fait, très mal tourné. Le son était pourri. C'était plus pour venir étayer que, par exemple, telle manipulation, ça fonctionnait, quoi. Et j'utilisais même un truc de capture qui permettait de publier en ligne, qui s'appelle Screencast-O-Matic, qui existe encore, qui permettait de capturer avec le navigateur et en même temps de publier au format vidéo. Alors, c'était même pas du flash. Alors, c'est du MP4 maintenant. Ça devait être un truc flash qui est plus compatible maintenant, mais ils ont dû s'adapter. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça, mais Ouais. ça nous ramène à une drôle d'époque. Je me rappelle très bien de ces périodes, de ces DivX, de ces RIP, de tout ce jargon technique et techno pour regarder un pauvre malheureux film filmé parfois dans des conditions qu'on ne peut citer. Mais ouais, je me rappelle très bien. T'avais jamais parlé, je crois, de cette période en fait de ta maladie et des raisons qui t'avaient effectivement amené à construire le blog et à l'entretenir, surtout, enfin, c'était pas la démarche première, effectivement, mais c'est ce qui t'a ensuite, on va dire, maintenu à flot et qui t'a permis de continuer, enfin, qui t'a donné envie de continuer surtout. Ça a dû certainement beaucoup t'imprégner pour la suite, non? Par rapport à la façon de voir les choses, au côté, justement, à la résilience. En plus, on enregistre ce podcast dans un contexte qui est quand même assez particulier avec la pandémie. On aura l'occasion peut-être d'en dire un mot de ta vision un peu de justement le podcast est orienté aussi développement personnel, donc est-ce que forcément ça t'a marqué pour les années suivantes, pour ta façon de voir les choses aujourd'hui, non? Ouais, dans un contexte professionnel, même avec la famille ou par rapport aux études, où on peut avoir des périodes de stress, je me suis rendu compte que finalement, il y avait pas vraiment d'urgence d'un point de vue perso, enfin, pour tous les projets qu'on menait, et que finalement le plus important c'était la santé. Donc j'ai beaucoup relativisé tout ce qui aurait pu être vécu comme du stress avant. J'ai beaucoup mieux géré après, en me disant finalement c'est génial. Putain, je suis sorti vivant de ce truc-là parce que j'étais en stade 3 de la maladie. Si on est en stade 4, c'est un peu limite. Alors il y a quand même des bonnes chances de guérison, hein, c'est 80% de chances de guérison, mais il y avait quand même un élément, on en a parlé au début, qui me faisait un peu peur. Quand tu fais de la chimie, en fait, j'étais jeune, t'as un risque d'être stérile et de pas pouvoir faire d'enfant. Donc j'avais pas encore fondé ma famille. J'avais mon épouse qui me soutenait, donc je suis resté avec elle, et tu vois, c'est très bien. Ça aussi, ça m'a permis de voir sur ces aspects-là. C'est souvent quand tu as des difficultés de santé, tu te rends compte de la vraie valeur des gens, et donc je suis content d'être tombé sur mon épouse à l'époque avec qui on est resté. Et donc oui, c'est en fait quand tu es malade, tout ce qui t'arrive après, quand tu es guéri, parce que je suis guéri, j'ai pas de séquelles, rien. Tout ce qui m'est arrivé après, je l'ai vu à chaque fois comme quelque chose d'assez formidable, d'assez merveilleux. Donc finalement, j'ai pas été stérile, mais on avait quand même mis de côté ce qu'on appelle, je crois, des paillettes au cas où, tu vois. C'était bien préparé. On avait mis ça dans un réfrigérateur, etc. Enfin, c'est les hôpitaux qui gèrent ça très bien. Tout à fait, ouais. Mais j'ai pas eu à m'en servir. Donc non, ouais, voilà, c'est peut-être des aspects pour les gens qui finalement sont stressés par les problématiques du quotidien. Faut toujours se dire que, Il y a toujours regardez, pire. ouais, il y a toujours pire, et quand on a la santé, finalement, tout ce qu'on va voir arriver, on va avoir tendance à s'émerveiller. Alors voilà, c'est peut-être ça, moi, mon sentiment, c'est tout ce qui peut m'arriver dans la vie, même d'un point de vue professionnel. Je sais pas si un boulot est un peu rébarbatif, un peu chiant. J'essaie de toujours voir le côté positif. Et je pense en début de carrière, on me filait beaucoup de choses un peu rébarbatifs, faire des analyses de stats, d'audience, etc. C'est souvent le boulot qu'on file aux stagiaires, et moi je l'ai plus vu comme un challenge gratifiant, parce que ça me permettait d'aller approfondir, comme je travaillais sur les audiences, d'aller voir, tiens, mais quel site fonctionne, quelle est telle tendance, et puis ça résonnait après sur mon site web, parce que je me disais, par exemple, si les cartes de vœux, c'est une tendance qui marchait fort en 2006, etc., je vais faire un petit article pour expliquer comment faire une carte virtuelle. Donc à chaque fois qu'il y a un truc chiant, si tu veux, j'arrive à en tirer quelque chose de bénéfique pour moi. Et donc il y a toujours un peu le côté d'avoir un équilibre vie perso, vie pro, et que ce soit dans le perso avec mes sites web, je vais emmagasiner de la connaissance que je vais pouvoir mettre à profit de mon job chez Orange, et inversement, dans mon job chez Orange, je vais pouvoir mettre à profit des choses que j'aurais appris. Alors même si le travail est dur, même si c'est stressant, etc., faut toujours relativiser, même si c'est rébarbatif, parce que en fait, il faut essayer de trouver un côté sympa dans ce que tu fais. Et tant que tu as la santé, tu peux pas mal aller, quoi. Voilà.
C'est ce que la maladie m'a appris en fait. Je partage pas mal ton point de vue, même si j'ai pas effectivement vécu une expérience aussi difficile. Bon, j'ai à titre perso, pendant des années, j'ai été pompier volontaire, donc j'ai vu aussi des gens traverser des choses pas forcément évidentes. Et je me rappelle que plus d'une fois, ça m'a effectivement fait relativiser sur les propres soucis que tu peux avoir quotidiennement et les conneries qui peuvent t'arriver. En fait, ça te fait pas mal reconsidérer les choses, on va dire. Ton blog a eu une certaine forme de succès, en fait. Tu te rappelles si tu l'as monétisé tout de suite ou si ça a mis du temps? Comment ça s'est passé, en fait, cet aspect-là des choses pour toi? Ouais, alors, comme je disais au départ, c'était plus une passion. Alors, j'avais en horreur la publicité. Tu sais, j'étais l'internaute qui en a ras-le-bol de voir des bannières de pub partout. Et j'avais une aversion et c'est devenu mon principal business model. Alors, donc ça s'est pas fait d'un coup. Donc, en fait, le blog, j'ai lancé. 2006, on va dire, ça devenait sérieux. Il y avait des articles, il y avait une communauté, des gens qui réagissaient dans les commentaires. Et à partir de 2007, grâce à mon job chez Orange, on a été sensibilisé au référencement naturel par WebRank Info, Olivier Dufay, qui est venu nous faire des formations à la fois aux développeurs, à la fois aux chefs de produits, donc des profils techniques et marketing. Et en fait, ce truc-là a été une révélation par rapport au contenu qui nous a appris. Et je me suis dit, bah, moi, je ne gère pas au sein d'Orange. J'avais plus un poste de chargé d'études, de spécialiste, donc en support aux développeurs ou aux chefs de produits qui gèrent des chaînes de contenu. Mais je pouvais pas expérimenter les choses. Et je me suis dit, bah, ce qui nous a appris, je vais le mettre en pratique sur mon blog. Donc j'ai mis en pratique toutes les petites optimisations de SEO pour avoir des titres des articles qui répondent aux demandes des internautes, faire des liens, etc. Et l'audience a augmenté. Alors naturellement, on voyait que les gens mettaient soit des bannières, soit du AdSense, soit de l'affiliation. J'ai testé de l'affiliation. Je crois que c'était avec Pixmania. Alors le site doit plus autant marcher. Ça générait rien parce que c'était pas comment dire, c'était genre une bannière générique qui allait faire vos courses sur Pixmania, mais c'était pas en lien avec le contenu de l'article. J'ai essayé AdSense et c'était la grande surprise. Je mets les blocs, c'est très facile à intégrer. Et le premier mois, avec donc cette audience qui était en train de grandir, ça devait être courant de fin 2007, début 2008, je vois aller déjà 100 euros de revenus générés. Donc c'est 100 euros, c'est tout de suite t'es payé quoi. 20 jours après t'es payé. Et puis de mois en mois que l'audience grandissait, ça passait à 200, 300. Fin 2008, ouais c'est ça, je vois 1200 euros de revenus grâce à AdSense. Donc j'ai complètement switché dans dans la façon dont j'appréhendais la publicité, puisque moi ça me permettait de vivre de mon site. C'était pas vraiment l'objectif au départ, comme j'avais mon job à côté, j'avais pas vraiment de besoin en revenus, mais et donc je me suis dit bah finalement la pub c'est pas mal quand elle est contextuelle, quand c'est des liens textes qui sont bien placés. Et puis en plus, ça peut me rapporter un peu d'argent. Donc j'ai complètement switché et je me suis plutôt dit comment je peux faire en sorte que ces publicités soient le mieux intégrées sur mes articles, comment je peux faire du contenu qui va permettre de générer de l'audience, etc. Et donc, si tu veux, ces premiers petites monétisations, ces petites expériences qui étaient grandissantes et qui étaient en croissance, m'ont donné envie. C'est un peu comme un jeu de Monopoly, on va dire. Je l'ai vu un peu comme ça. Je vais acheter de plus en plus de propriétés. Comme toi, tu parles un peu d'immobilier, ça va certainement te parler. Et je vais mettre de plus en plus de maisons. Et donc, c'est monté. Je faisais jusqu'à 300 000 internautes mensuels. Donc, des données de médiamétrie net rating, c'est le panel de référence sur Internet. Hein. Donc, 500 000, je crois, VU sur visiteur unique sur Google Analytics par mois. Et je montais à 4 000 euros de revenus AdSense par mois avec des pics à 6 000 euros sur une période un peu charnière. J'avais vu un petit truc, j'en parlais juste avant, à la période de décembre et du 1er janvier, les cartes de vœux, un usage très massif où les gens cherchaient à faire des petits trucs un peu fun avec les sites de l'époque, c'était Jib Jab, des cartes de vœux animées, à envoyer ça à tour de bras. On délaissait de plus en plus les SMS pour faire ça. Et moi, j'avais un article en particulier qui se positionnait très bien là-dessus, où je me souviens à chaque fois, c'était sur un seul article, 300 euros de revenus AdSense pendant toute la période où les gens s'intéressent aux cartes de vœux, la fin décembre et début janvier, quoi. Alors, il y a plusieurs questions qui vont me venir à l'esprit et qui vont rejoindre un peu, je pense, la curiosité naturelle des auditeurs. Bon, déjà, tu monétises pas tout de suite, ça met du temps en fait. Hein. Le conseil que tu donnes, toi, aujourd'hui, quand tu croises un mec qui dit je veux faire un blog, je veux vivre de la monétisation de mon blog, c'est que tu as d'abord monté un blog
on va dire, sans pub en plus avec ton aversion, avant d'envisager effectivement, parce que tu avais une communauté qui était habituée à l'utiliser, à mettre la pub, tu l'aurais mis dès le début, tu aurais peut-être échaudé, réfréné, les gens se seraient dit, bah, c'est encore un site de merde avec plein de pubs, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, bah, alors j'ai tout de suite vu, j'ai fait des petits tests légers. Je te parlais, je menais un petit bloc d'affiliation. J'ai tout de suite vu s'il n'y avait pas d'audience en face, ça servait à rien, quoi. Et donc aller embêter des gens sur des articles qui n'avaient pas d'audience pour aller faire, je sais pas moi, même pas 10 euros par mois, je voyais pas l'intérêt. Donc oui, c'est vraiment le bon conseil. C'est avant de penser à monétiser son audience, que ce soit via de la pub ou même, je sais pas, si on a quelque chose à vendre. Il y a une espèce de logique d'entonnoir de conversion. Bah, c'est finalement, tout le monde va pas cliquer sur les pubs, tout le monde va pas acheter ce qu'on met en avant, tout le monde va pas acheter ton livre si tu mets un livre en avant à la fin de ton article. Donc il faut construire un gros réservoir d'audience. Et donc pour ça, ça passe par du contenu. Ça passe par des contenus bien référencés dans les moteurs de recherche. Bah, c'était une technique qui marchait au début du web, et c'était assez simple parce que quand tu es premier entrant et que tous les gens sont pas trop, il n'y avait pas encore tous les sites médias qui étaient expérimentés. En fait, un petit blogueur pouvait émerger et être beaucoup plus fort que des gros sites institutionnels aujourd'hui, parce que fin 2006, les gens n'avaient pas capté le fonctionnement forcément du moteur de recherche de Google. Donc ouais, tu construis l'audience. Faut au moins attendre 6 mois avant d'avoir des résultats globalement, et il faut produire du contenu régulièrement, au moins un article par semaine, j'ai envie de dire. Et donc le blogging ou la création de contenu quelque part et la construction d'une communauté en ligne, c'est un travail de longue haleine. Et pour rester motivé, en fait, il faut pas le faire pour les revenus, il faut le faire par passion, parce que sinon t'as aucun carotte qui va te dire je vais publier un article chaque semaine. Ce qui va être ta motivation plutôt, ça va être le fait que ton audience grossit et puis que ça réagit au niveau des commentaires, quoi. C'est quelque chose qu'on trouve moins maintenant dans les blogs, mais que je retrouve plus et que je m'éclate plus maintenant sur YouTube, où tu as vraiment cette notion maintenant de communauté et d'engagement qu'on a un peu perdu malheureusement sur les blogs. Tout à fait. Alors, sur des questions qui me viennent là encore par rapport à ça, est-ce qu'à un moment donné, quand tu as vu ces revenus qui pouvaient peut-être être équivalents, voire parfois supérieurs, peut-être même à ton revenu du travail, je ne sais pas si c'était le cas ou pas, il y a un moment donné où tu t'es posé la question, est-ce que je me consacre pas 100% à cette vie digitale, avec plus de liberté, avec déjà peut-être des notions de nomadisme digital en plus. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit c'est viable, c'est récurrent, ça me permettrait d'avoir un autre cadre de vie, ok, je switch. On va dire que j'ai un mode de pensée, peut-être je tiens ça de mon père, un peu bon père de famille, où j'ai toujours dit ce qui t'arrive un jour peut disparaître du jour au lendemain. Et en fait, ces revenus additionnels, moi, je les ai plus vus à l'époque. Tu parles d'immobilier, toi. Je me suis dit, bah tiens, je vais avoir. Alors à l'époque, j'ai eu, je sais pas, l'argent, je dépensais pas, j'étais pas un flambeur, je l'ai mis de côté. Au bout de, je sais pas, de 3 ans, j'ai eu 150 000 euros de revenus, tu vois. Et je me suis dit, bah plutôt, je vais utiliser cet argent pour m'acheter un appartement. Et j'étais plus dans une démarche d'utiliser ce surplus monétaire pour construire quelque part ma vie de famille, quoi, de poser les bases, les fondations. Et donc je me suis dit, comme j'en ai besoin pour acheter mon appart, j'ai aussi besoin de mon activité pour qu'on continue à manger, à bien vivre en attendant, à payer aussi, parce que bien sûr ça paye pas un appartement en région parisienne, donc il faut aussi payer le prêt. Donc j'étais plutôt dans cette démarche en me disant, bah non, je vais continuer à jouer sur les deux tableaux. Et en fait, si je m'étais mis à 100%, donc 4 000 euros par mois, c'est pas mal, mais mon épouse avait un job, mais qu'elle a abandonné quand elle a eu la naissance de ma première fille. En gros, moi, je me suis toujours mis dans le truc, comment je fais pour avoir de salaire, quoi. Et donc, j'ai pas vu le truc où je me disais, je vais réussir à multiplier par 2 ce que je gagne aujourd'hui avec mon blog. Et donc, pour moi, c'était plutôt la nécessité de continuer à avoir l'équivalent de salaire. Voilà. Ouais, tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, il y a pas de schéma unique, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse à cette question. Il y a des gens qui, effectivement, caressent. Alors, ça me fait rire parce que dans le contexte actuel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent très bien, en fait, cette mise à l'arrêt
à titre personnel, hein, je veux dire dans le foyer, de se retrouver avec les enfants des journées entières, etc. Je fais une petite aparté et en fait, et certains pour qui c'était peut-être, on va dire, un rêve, tu vois, au fond d'eux, s'aperçoivent que finalement, ne pas, bon, il y a une restriction de circulation, donc c'est encore autre chose, mais ils se rendent compte que finalement, ils ont envie de retourner rapidement au boulot. Moi, j'ai toujours connu aussi des gens que je connaissais dans les activités professionnelles qui, finalement, ils sont en vacances, mais quand ils reviennent de vacances, ils sont heureux de revenir parce que ils s'embêtaient chez eux. Donc, pour ça, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Que ça soit pour un point de vue économique où je te rejoins sur le fait que tu dis est-ce que finalement je vais être capable de continuer de réitérer les résultats que je fais là. Est-ce que ce truc-là va se maintenir? Est-ce que voilà, tu peux te poser tout un tas de questions et en plus quand tu te commences à te retrouver, enfin je veux dire finalement tes revenus tu dégages des revenus à un moment donné où tu es déjà aussi chef de famille et tu te dis je vais peut-être pas faire n'importe quoi, sacrifier un job simili sûr, j'ai envie de dire, avec effectivement quelque chose qui est encore nouveau. Euh, J'apprenais récemment dans des études que dans les écoles primaires, quand on fait des stats, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, les gens, enfin, des gens disent Instagrammeur ou YouTubeur, tu vois. Ouais, exact. Et effectivement, ça devient de plus en plus, comment dire, populaire ou ça rentre dans la normalité, dans une carrière Et normale. c'est des métiers qui rémunèrent qu'une poignée de personnes, quoi. Oui, Et finalement, les gens sont plus en galère, hein. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Pourquoi tant de youtubeurs gagnent si peu d'argent? La réalité, en fait, c'est qu'il y a seulement 1% qui en vivent très bien et 5% qui en vivent un peu. Et quand je dis en vivent un peu, je sais pas, c'est l'équivalent d'un SMIC par mois, tu vois. Donc, mettre tous les œufs dans un même panier, c'est un petit peu dangereux quand tu construis une vie de famille. Voilà, donc moi, j'ai plutôt eu cette approche-là. Et même si à l'époque, finalement, moi, j'en vivais très bien parce que 4 000 € par mois, c'était effectivement plus que ce que je gagnais à l'époque en tant que chargé d'études au portail Wanadoo Orange, quoi. qu'est-ce qui s'est passé pour la sortie du livre dans la foulée, en fait? Puisque c'est dans cette même période-là que tu sors ton premier livre autour du blogging. Ouais. Tu le fais donc à compte d'auteur, enfin, tu fais en auto-édition? En auto-édition, ouais, tout à fait. Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc le blogging n'est pas un long fleuve tranquille. Le blog a bien marché jusqu'à 2011-2012 et puis, après il y a eu, en 2011, ceux qui ont un peu connu, cette époque-là, il y a eu des changements algorithmiques, sur, Google. Comme mon audience et ça c'est peut-être un conseil à donner, pour ceux qui nous écoutent, ne jamais dépendre d'une seule source de trafic. Je l'ai appris à mes dépens et maintenant je fais attention à ça. Et d'une seule source de monétisation non plus. Il faut plutôt diversifier. Il faut essayer d'avoir une répartition un tiers, un tiers, un tiers sur voilà, enfin, d'avoir 3 sources de trafic différentes. Donc, du jour au lendemain, avec le filtre Panda, donc qui vise la qualité du contenu, des articles qui n'étaient pas forcément très bien fournis, qui ressortaient bien, ont été moins visibles. Donc, mon audience a été divisée par deux, mes revenus ont été divisés par deux. Et peu de temps après, même en 2012, j'ai eu le droit à un contrôle fiscal pour alors contrôle fiscal, c'est sur les 3 dernières années d'activité, donc pas de bol, c'est arrivé sur la période 2009, 2010, 2011 où j'ai gagné chaque année l'équivalent de 50 000 € de revenus. Et alors, faut se replacer dans le contexte. Donc moi, je gérais ça à côté de mon emploi de salarié. J'avais créé une micro-entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas encore en 2008, mais il allait être créé en 2009. Et j'étais pas très au fait enfin je le savais, mais je voulais pas faire l'effort des logiques de seuil. Et en fait, quand tu dépasses 32 000 €, tu peux plus être micro, enfin tu pouvais plus à l'époque. Maintenant ça a changé, c'est un peu con. Je crois que maintenant le seuil est passé à 70 000 €. Donc si c'était aujourd'hui, j'aurais pas eu ces problèmes-là. Et donc tu peux plus être au régime micro. Faut faire un régime réel. Faut avoir une comptabilité. J'aurais pu mettre en pratique mes Tes mes cours de la connaissances Sorbonne. ouais, de la Sorbonne, voilà. Mais pas de bol, j'ai voulu aller au plus vite et donc ils m'ont redressé pour ces 3 ans-là. Donc j'ai pas fait de dissimulation de revenus. Moi, je faisais tout ce qu'il fallait dans la fiche d'impôt, dans les déclarations de revenus que je faisais au RSI, je disais clairement ce que je gagnais. Mais par contre, comme j'avais pas mis au régime réel, c'était pas la même taxation. Donc j'ai eu, je crois, seulement 10% de pénalité, mais il a fallu payer beaucoup plus. Et donc tout ça un peu mis bout à bout, si tu veux. C'est un peu c'est pour ça que je te dis, ça c'est des grosses doses de stress, hein. Tu perds la moitié de ton trafic. Alors je le vis mieux parce que j'avais mon job à côté.
tu as un contrôle fiscal quand tu reçois la lettre, tu te dis putain, ils vont tout vérifier, il faut tout que je retrouve les factures et tous les machins. Il y avait un tableau là. Voilà, là tu te dis ça va être l'enfer. Et donc ce petit passage délicat où j'ai vu une vérificatrice venir chez moi à 3 reprises, où j'ai fait des recours, etc. Je me suis dit putain, ça faut que je le raconte quelque part. Donc j'avais fait un article de blog pour expliquer comment déclarer ses revenus AdSense, qui sert à pas mal de monde. J'ai même des collègues qui me disent je suis tombé là-dessus, il y a mon copain qui est tombé là-dessus, une collègue qui m'a dit ça aujourd'hui, ça l'a vachement aidé. Et j'en ai fait également un livre. Donc en fait j'ai créé un site dédié, un blog dédié qui s'appelle Blockbuster, dans lequel j'ai commencé à publier du contenu pour avoir un peu de feedback d'utilisateurs. Et comme j'ai vu que ça plaisait, je me suis dit je vais le publier en livre, donc en auto-édition, parce que c'est beaucoup plus simple quand tu démarres. C'est même un conseil, moi maintenant que je suis édité, pour n'importe qui, pour tester si son projet de livre a un public, a une audience et va se vendre, vaut mieux démarrer en auto-édition. Il y a vraiment un côté sympa à l'auto-édition. C'est un peu l'entrepreneuriat pour pas cher, parce que il n'y a pas de notion de stock à payer. Donc on commence par une version numérique. C'est toujours un peu en mode lean startup. Donc bon, moi j'avais démarré par le blog. J'ai vu que ça rencontrait un certain public, donc j'ai publié après avec ces articles de blog un e-book, donc sur Kindle. C'est pareil, c'est très simple à faire, tu débourses pas grand chose. Ce qu'il faut, c'est essayer quand même d'avoir des gens qui t'aident pour la couverture. Si tu veux faire un truc un peu propre, vaut mieux donc j'avais un collègue graphiste, je lui ai demandé de le faire ça gracieusement, donc vaut mieux avoir un réseau relationnel important. Et puis après c'était publié, et il y a toute l'étape un peu de promotion pour faire parler du livre, et donc j'ai pu compter sur les gens un peu de l'époque qui étaient avec moi dans la sphère du blogging, qui ont relayé, et notamment j'ai eu, j'en parlais au début de l'interview, j'ai eu un beau relais d'Olivier Dufay sur le site web Rankinfo, qui a donné un petit peu l'effet booster. Et donc le livre s'est vachement bien vendu en auto-édition. On est à plus de 3500 ventes. Je crois que c'est 2500 en numérique, quelque chose comme ça, et 1000 en version papier. Et donc on peut aussi en auto-édition faire des livres papier à la demande sans avoir de stock à gérer grâce à Amazon. Avant c'était CreateSpace, maintenant c'est KDP. Pareil, tu peux même partir de ta version e-book et en préparer une version papier. Tu te fais livrer, donc tu vas payer un peu d'argent pour te faire livrer des exemplaires, ce qu'on appelle des épreuves papier. Tu regardes si ça te convient, et après pareil, tu publies. T'as pas de stock à gérer. Et donc le livre, en fait, c'était plus pour extérioriser deux frustrations que j'avais eues, plutôt que de me dire les impôts m'ont eu, Google m'a eu. Je me suis dit ok, ils m'ont eu, mais on va raconter ça aux gens, comme ça pourra les aider. Et donc finalement, quelque chose qui a été un échec, j'ai transformé quelque chose de plus positif. Et ça m'a permis aussi comment dire, là où j'étais mauvais, où j'avais tout concentré sur une seule source de trafic, de diversifier mon lectorat, puisqu'il me lisait dans les livres, et mes sources de revenus, parce que ça, alors faut pas croire qu'en étant auteur ça ramène des 100 et des 1000. Quand j'ai sorti à l'époque, ça devait me faire quelque chose autour de 300 € par mois de revenus, mais ça faisait quand même des petits revenus complémentaires sympathiques. Mais c'est pas tellement les revenus qui est intéressant, c'est quand tu écris un livre, c'est toute la partie recherche, apprentissage. Tu vas pouvoir te confronter à un sujet et apprendre plus, parce que à la fin, tu es obligé de livrer quelque chose qui fait 200-300 pages et qui apporte de la valeur à un lecteur. Et si le livre il est creux, il sera pas acheté, quoi. C'est assez intéressant ce parcours. Là, je suis dans cette démarche. Là, j'ai sorti tout un tas de chapitres pour les auditeurs sur mon premier parcours immobilier, en fait, avec les hauts, les bas, les étapes, les épreuves, enfin bon, un peu tout le background du truc. Et c'est marrant, je me suis rapproché. Alors pour le coup, j'avais trouvé Fantastic Book aussi, tu sais, pour que les gens puissent vraiment recevoir le livre physiquement chez eux. Avec un autre modèle, en fait, où tu commandes tes ouvrages et tu les stockes en amont. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment intéressant, et puis t'as vraiment l'engouement, en fait, que sur les premiers retours, sur les premiers chapitres offerts ou les choses comme ça, quand t'as un bel effet au niveau de tes auditeurs, de ta communauté, ça te donne vraiment la niaque, en fait, pour finir le projet, pour qu'ils aient vraiment quelque chose. Enfin, moi, je sais que c'est pareil, j'avais démarré d'un projet où, en fait, j'avais écrit pour moi pendant tout le
tout le premier investissement où tu vois, tu poses des questions, mille et une questions justement sur comment ça va se passer. Quand ça se passe bien, bah, t'es content. Ça se passe mal, t'es plus échaudé. Et forcément, j'ai écrit pour moi jusqu'à ce que je me rende compte, effectivement, une fois que toute cette étape-là était derrière moi, je me suis dit, mais en fait, ça constitue un livre. Je raconte souvent que ça m'a fait un peu l'anecdote de Chronique martienne de Ray Bradbury, qui en fait avait écrit plein de petites nouvelles disparates. Et en fait, ça passe dans les mains par hasard d'une connaissance, je crois, de son épouse. Et le type, en fait, travaille dans l'édition. Il lui dit, mais en fait, toutes tes chroniques, c'est un livre, en fait. Tu t'en rends pas compte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à me dire, bon, ok, bah, je fais aussi un bouquin, tu vois, un peu par. Pas. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il faut faire un blog, il faut avoir envie d'écrire ou faire quelque chose parce que c'est avant tout une passion. Et je partage complètement ce point de vue. J'avance un petit peu. Est-ce que d'après toi, le blogging aujourd'hui, c'est quelque chose qui. Certains disent le blogging c'est fini, d'autres disent pas du tout. Les blogs, ça continue, ça a changé, ça s'est professionnalisé, mais c'est encore quelque chose qui est très intéressant à faire pour fédérer, créer des communautés, lancer dans un deuxième temps un business, etc. Ou est-ce que tu penses au-delà du fait que c'est écrit ou pas écrit, mais est-ce que tu penses que sinon il faut vraiment migrer sur des solutions podcast, audio ou YouTube, où on a l'impression que la vidéo aujourd'hui, quand tu fais une publication Instagram, si tu as une vidéo que ça bouge un peu, tu vois tout de suite en général plus de tes métriques qui s'affolent toujours un peu plus. J'ai l'impression que quand tu fais simplement une publication figée, par exemple une simple photo. Ouais, ouais, alors avant, c'est-à-dire qu'on pouvait faire exclusivement du blogging et ça fonctionnait. Enfin, c'était la plateforme où tu concentrais tout ton contenu. Aujourd'hui, je pense qu'il faut garder un blog ou un site web parce que derrière, si tu veux garder un lien avec ta communauté, au-delà des algorithmes que tu peux avoir sur YouTube, Instagram, eh ben, tu sais qu'avec ton site, les gens réussiront toujours à te retrouver. Et si tu es dans une logique en plus de vendre des choses, il te faut une page d'atterrissage pour présenter ton produit. Tu parlais de page de vente. Je ne sais pas si tu veux créer une newsletter, il faut bien que les gens s'abonnent à un endroit et l'endroit où ils vont s'abonner, c'est plus un site web. Donc pour moi, le blog a un petit peu évolué dans le sens où tu peux plus te permettre aujourd'hui d'avoir seulement un blog. Faut avoir un blog, faut avoir une chaîne YouTube, faut avoir un compte Instagram, peut-être LinkedIn, ça dépend en fait. Faut privilégier en fait les réseaux sociaux où ton audience est la plus engagée. Donc ça dépend beaucoup des thématiques. Je pense que sur du contenu un peu, je sais pas, déco, ça va être aussi Pinterest. Donc mais le blog reste, je pense, la plateforme un petit peu qui permet de concentrer toute ta prise de parole et de garder un lien avec ta communauté. Moi, je continue à avoir mon blog. Alors, je mets plus trop à jour, mais par contre, j'ai vraiment envie de le refondre, de faire quelque chose de plus propre, parce qu'il est un petit peu laissé à l'abandon. De le remettre au goût du jour, de le passer en HTTPS, de faire des pages AMP pour que ça soit plus rapide à charger, etc. De refaire un design. Donc un blog, un site web, au bout de 2 ans, facilement, il tombe un petit peu en désuétude. Donc il faut, d'un point de vue technique, il ne faut pas hésiter aussi à le refaire. Et donc, moi je dirais, on est plus sur plus seulement un blog, mais un site web qui est aussi une interface qui permet de faire ton personal branding, de dire qui tu es. Quand les gens, je sais pas, vont te suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., le réflexe, ou même qui vont tomber sur ton livre, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est qui ce mec-là. Ou si, je sais pas, tu es amené à faire des formations en présentiel, c'est pareil, c'est qui cette personne-là. Et donc, tu as besoin quand même quelque part de garder une visibilité en ligne. Et donc, un site web adossé à un outil de publication comme WordPress, pour pas utiliser le mot blog, pour publier un peu de contenu, ça me paraît aujourd'hui assez incontournable, et d'autant plus incontournable si derrière tu veux convertir ces visiteurs en clients, quoi. Ouais, c'est pas faux. De toute façon, enfin, moi, à titre personnel, avec les différents supports, j'ai vu effectivement qu'il y avait une évolution et qu'entre ce qui s'écrivait ou ce qui se disait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça évolue constamment. Euh, Question technique, toi qui est complètement geek et dont c'est le cœur de métier, en termes de CMS, tu es un aficionado de WordPress. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions autres, d'ailleurs très populaires et très accessibles. Je pense à Wix, Jimdo, Squarespace, etc. Est-ce qu'en termes de CMS, tu restes WordPress ou est-ce qu'effectivement tu considères que ces autres solutions sont une bonne alternative? Ah ouais, je reste WordPress. Alors Wix, c'est un peu catastrophique d'un point de vue optimisation pour les moteurs de recherche. Alors je pense qu'ils sont améliorés quand même. À un moment donné, c'est l'outil qui te permet de faire du drag and drop, de faire des trucs bien sympas. Mais au niveau du code, c'est pas du tout optimisé pour l'indexation des robots, des moteurs de recherche.
Alors, je pense qu'ils ont dû faire mieux. Donc, je suis pas trop fan de Wix. Je suis pas fan du modèle non plus. Je m'explique. Donc, Wix, souvent les gens commencent gratuitement. Alors, c'est bien, hein, ça permet de leur mettre un premier pied à l'étrier, mais leur modèle, il passe vite vers le premium, où finalement, tu vas te retrouver à payer, je sais pas, une centaine d'euros, je crois, à l'année, 120 euros pour avoir un nom de domaine, un hébergement. Peut-être même plus que ça d'ailleurs, je sais pas trop les tarifs. Mais au final, si toi-même tu te prends un petit hébergement, je sais pas, par exemple chez OVH, c'est une quarantaine d'euros à l'année, tu installes en open source ton WordPress, bah voilà, et tu as ton nom de domaine, tu es assez libre. Moi, je suis plutôt partisan des technos open source, bah, plutôt au départ de payer une petite somme pour avoir ta liberté, pour avoir ton branding, que d'aller sur des solutions. Souvent, tu vas les prendre pour tester avec donc tu auras le nom de domaine Wix ou Jimdo, et puis à la fin on va te faire payer très très cher. Moi j'ai souvent vu des blogueurs qui étaient même allés sur du wordpress.com, donc qui est pas la solution open source où tu vas démarrer nom de ton site.wordpress.com, et pour après migrer, exporter sur un vrai WordPress pour pas payer l'offre premium. Ils ont vachement galéré. Donc moi je préfère des CMS open source et avoir des vrais hébergements web. Donc ça nécessite quand même avoir des petites compétences techniques, mais J'allais y venir, j'allais te dire, ouais, c'est un peu le revers de la médaille. pas tant que ça, parce que maintenant il y a quand même chez les principaux hébergeurs des offres de création de sites en un clic, où tu peux installer en WordPress en allant dans la console d'administration de l'hébergeur en un seul clic. Alors ça sera moins bien qu'une installation custom, mais ça fait quand même le job, quoi. Donc il faut se former un peu, C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai les deux solutions et j'ai testé les deux. Et là, tu vois, j'ai pris les plugins Elementor ou des choses comme ça En fait, le reproche que je peux faire à ces solutions, c'est que c'est vraiment, tu as besoin de mettre les mains pas mal quand même je trouve, dans le cambouis pour être sûr que tu as ton backup correctement fait de ton site, tu as pas mal de modules à ajouter, des plugins, etc. C'est vrai que c'est Squarespace, Wix, Jimdo et consorts, c'est CMS, c'est un peu drag and drop, c'est vrai que c'est un peu la facilité, mais oui, je te rejoins sur le fait que tu payes le prix de la tranquillité. Ouais, je vais souvent faire l'amalgame ou la comparaison avec le gars qui va être je sais pas, sous Mac, et celui qui va décider d'être sous Linux, quoi, tu vois. ouais. Ouais, ça, ouais. ça vient un peu de ça. Et Toi, moi je suis sous Mac, tu vois, à la maison Mac et PC au bureau. incroyable. Pourtant, t'es pro open source, quoi. Ouais, alors bah ouais, mais c'est vrai que après quand tu veux faire du montage et que tu veux que ça marche et que tu veux pas de problème de carte graphique, etc., c'est quand même Mac et son OS tout intégré. C'est un truc qui te plante pas. T'as pas un écran bleu de la mort avec un Mac, quoi. Et donc ça, ouais, je veux plus ça. C'est clair, une sacrée perte de temps. C'est une très bonne transition sur autre chose, sur justement ton organisation, ta partie logicielle, bon là on est en période de confinement, mais c'est quelque chose qui se vérifie. Surtout sur ton cumul d'activités, comment tu organises ton temps, comment tu organises tes journées, est-ce que tu te lèves tôt, moi je pratique le Miracle Morning, est-ce que tu es un pro de l'agilité et du Kanban, comment ça se passe? Au boulot, oui, on travaille en agilité, donc on a des outils collaboratifs pour ça. Dans ma vie Lesquels en perso, l'occurrence? En voilà, l'occurrence? c'est Jira. On utilise un truc qui s'appelle Weekend, qui est l'équivalent de Trello en version open source qu'on peut installer. Alors après, je sais plus. Ouais, il y a Confluence qui permet aussi de générer de la doc en ligne en partageant. On a aussi des outils internes pour faire des visioconférences, mais maintenant on utilise aussi pas mal Zoom. Donc voilà, grosso modo, on essaie d'éviter au maximum les mails, et donc on fait pas mal de les réunions qui durent trop longtemps, pas mal d'échanges par Skype assez brefs, ou des réunions assez rapides, un quart d'heure avec peu de personnes, ou une demi-heure avec peu de personnes pour avancer sur un point. Ça, c'est au boulot. Tu parlais de Miracle Morning. Alors j'ai un peu ce réflexe-là quand je suis dans une logique d'écrire un nouveau livre. Parce qu'effectivement, d'avoir la chaîne YouTube, d'avoir le boulot, et en plus d'écrire un livre, ça demande une sacrée organisation. Donc je me lève plus tôt le matin. Sur l'écriture d'un livre, il faut savoir que grosso modo, ça va me prendre 6 mois, que je vais avancer, il va me falloir, je sais pas, 15 heures par semaine pour avancer, et que j'ai ma vie de famille par ailleurs, où j'essaye de sacraliser le dimanche pour passer du temps avec mes enfants et mon épouse. Donc, tu es obligé de trouver des petits créneaux d'1 heure ou 2 heures en semaine très tôt le matin, parce que tu as l'esprit dégagé. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de bien, de commencer par le truc un peu
créatif, d'écrire, c'est une bonne démarche. Donc je le fais seulement quand je suis dans un projet d'écriture. Et sinon, la routine, c'est mon boulot le reste de la journée. Bon, là, je fais un petit écart à l'heure du déjeuner. En fait, là, je suis dans mon activité perso, mais bon, je peux me le permettre. Et j'ai bossé un peu hier soir pour avancer sur mon boulot. Donc, j'essaie quand même de décorréler, de me dire, si je fais un truc perso, c'est après les horaires du boulot, c'est après 19 heures en semaine. Et en général, réellement, quand tu as fait une journée de travail, c'est un peu difficile de se remettre au PC. Donc, ce qui se passe en général, c'est je vais plutôt réfléchir, être en mode créatif le soir pour penser à un sujet de vidéo, peut-être écrire quelque chose, quelques lignes de script. Et le samedi, je vais m'y mettre à fond sur mon activité perso. Donc, ça va me prendre, je sais pas, 8-10 heures. Je vais consacrer toute ma journée de samedi à ça, à faire le tournage de la vidéo, de tuto que je dois publier sur ma chaîne YouTube. Donc, je me suis engagé à faire un tuto tous les dimanches. Ça me permet comme ça de garder une régularité, d'avoir une routine et comment dire, en termes de courbe d'expérience, de pas perdre, quoi, d'avoir toujours ce petit truc que tu fais. Et puis c'est un truc qui me plaît bien. Et puis en ce moment, en plus, en période de confinement, si tu veux, on peut pas trop sortir, donc quelque part, ça me permet de faire quelque chose qui me plaît et de pas. J'aime pas ne rien faire, en fait, en gros. Donc je fais ça et je publie le dimanche à 10 heures du matin et rebelote chaque semaine. Donc le dimanche, c'est consacré à la famille. Normalement, on sort et puis bon, là, en ce moment, on peut pas sortir parce que j'ai déménagé dans le sud de la France et pas de bol. Donc depuis l'année dernière, depuis le mois de juillet, donc on en a profité quand même. On a été voir la plage, la montagne, etc. Là où je suis, dans la région de Cannes. Donc là, maintenant, il faut plutôt trouver des occupations avec les enfants, jouer à des jeux de société, faire des petits loisirs créatifs. Donc on fait plutôt ça en ce moment, quoi, en période de confinement. Tes enfants, du coup, ils ne participent pas encore à la création de contenu. Je vais faire une question un peu polémique. On voit de ci, de là des enfants jeunes ou moins jeunes qui rentrent dans du contenu, on en parlait tout à l'heure dans le monde de YouTube ou autre. T'es pour, t'es contre, t'avais pensé les associer justement sur le numérique et les enfants. Est-ce que c'est un sujet auquel t'es sensible maintenant que t'en as aussi, toi? Moi je suis contre, ouais, effectivement, même contre qu'ils regardent des vidéos YouTube à longueur de journée, donc c'est assez contrôlé. Nous, on préfère, si on les met devant des écrans, ça va être un programme replay sur une durée déterminée. Alors, nous, on n'a pas eu tout ça dans notre enfance. On n'a pas eu à subir ça. Enfin, je veux dire, des trucs qui tournent en boucle, etc., sans contrôle, c'est quand même un petit peu dangereux. Bien sûr. Donc, on fait vachement attention à ça, en fonction des âges. Je crois qu'il y a un truc, 3, 6, 9, 12. Alors, je sais plus exactement, pas d'écran avant 3 ans. À 6 ans, ils peuvent regarder les écrans, mais avec les parents à côté. Je crois qu'à 9 ans, on peut commencer à tâtonner une tablette, mais toujours avec le parent à côté. Alors, donc moi, je suis digital, je suis geek, donc on a acheté une petite tablette à ma fille, mais on est plus dans un mode contrôlé où elle essaie de faire des choses un peu créatives. Je sais pas, prendre des photos, se filmer, s'enregistrer, etc. Mais pour un usage perso qu'elle va pas partager sur Internet, qu'elle va partager avec la famille. Alors, on a installé une petite appli Orange qui s'appelle Family Place, sorte de réseau social. On sait que c'est fermé. Et ma fille, comme ça, elle peut interagir, apprendre, envoyer des messages. Donc, la nouvelle technologie, quand même, ça apprend à faire de bonnes choses à condition de bien l'utiliser, que les parents contrôlent un petit peu les choses. Donc mon fils qui a 5 ans, lui, ma fille va avoir 8 ans, non, pas d'écran, mais on lui fait quand même regarder des petits trucs en replay, contrôlés, et ça a une vocation pédagogique pour lui, en regardant des dessins animés sur les pompiers, il est fan de Sam le pompier, en regardant les chevaliers, etc. Il se crée des histoires, et c'était de ce genre d'éléments à côté, en fait. Il regarde un petit peu les dessins animés, mais pas trop, mais à côté, il se crée plein d'histoires, et c'est ça qu'on encourage. C'est comme ça, il va se mettre à parler, à jouer avec sa sœur, à jouer avec ses copains, à créer des histoires où il va sauver. D'ailleurs, tu étais pompier volontaire, donc ça doit te parler, où il va essayer de sauver quelqu'un qui s'est noyé parce qu'il l'a vu dans le dessin animé. Il va imaginer des histoires, donc c'est plutôt ça qu'on encourage avec mes enfants. Et on va pas exploiter, bien sûr, le fait que, je sais, ça pourrait attendrir contre les enfants. Donc, je les montre pas dans les vidéos. Parfois, je fais des vidéos où ils sont derrière. J'avais fait une vidéo où je parlais de code de la route. J'étais dans la voiture, ils étaient derrière, ils arrêtaient pas de se montrer. Alors, j'ai essayé de masquer ça au maximum avec des petits smileys. Ça a été un petit peu difficile.
Voilà, donc non, j'essaye d'éviter au maximum de les exposer. Mais par contre, je sais pas si ma fille à 14-15 ans, elle a envie de se lancer, bah, on l'encouragera, quoi. C'est plutôt bien, mais à des âges où ils sont un peu jeunes, où c'est un petit peu dangereux quand même, hein, les réactions sur les réseaux sociaux. Je pense vaut mieux garder ça dans un cercle privé, et puis il faut pas exploiter les enfants pour essayer d'en tirer un revenu. C'est notre petit jardin secret, c'est notre bonheur à nous. On n'a pas essayé de, comment dire, de monétiser ça, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. voilà. Non, mais c'est une vraie polémique parce qu'en plus, je crois qu'il y a des blogueurs, blogueurs youtubeurs américains très populaires qui ont lancé une espèce de pétition ou d'alerte sur YouTube qui a été obligé de changer un peu ses algos. Ils ont créé YouTube Kids, je crois, derrière pour justement essayer qu'on manage mieux les contenus Ouais. parce qu'il y avait effectivement des dérives assez importantes qui apparaissaient. Donc, non, c'est c'est un sujet et je partage ton point de vue. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, c'est vrai qu'on se demande effectivement euh, comment, à quel moment, en fait, il y en a certains qui vont être défenseurs de ça, qui vont dire oui, mais ils aiment bien, en fait, ça reste un jeu familial et tout. Je crois qu'effectivement, le point d'équilibre, il est l'histoire de la monétisation, il est l'histoire de. Récemment aussi, il était question de faire en France, il parlait comment dire, de légiférer parce qu'il y a le travail des enfants dans le cinéma ou les choses comme ça qui est très encadré. Et il disait que sur YouTube, sur les gros comptes YouTube, effectivement, il y avait un gros flou juridique. Donc, je crois que tout ça, c'est un peu en cours de voie pour être administré, légiféré, etc. Quoi, Ouais. pour mettre un peu Bah, de. je pense que si l'enfant a 12 ans, il a envie de publier du contenu sur YouTube, et que le parent doit quand même regarder un peu ce qu'il fait, contrôler. Moi, j'ai des collègues, leurs enfants font ça, c'est vachement bien, ça permet de s'épanouir. Alors, ils sont pas dans une logique de monétisation, mais comme tu disais, les enfants maintenant, ils rêvent d'être youtubeurs, donc faut plutôt encourager ça. Après, si Ou vraiment joueur ça de de foot. ouais, ou genre de foot, voilà. Et donc si ça devient sérieux, après, et si c'est de la volonté de l'enfant, eh bien, tu peux l'accompagner. Bah, comme un joueur de foot aujourd'hui qui veut devenir professionnel, il va falloir qu'il passe, voilà, par un certain statut, et cetera, s'entraîner, machin. Tu peux le faire, il y a des parents qui le font, mais tu mets de l'argent de côté pour les enfants, pour leur équilibre. Et je pense que ça doit venir de l'enfant. Faut pas que le parent, il force, le destin d'un enfant qui a pas envie de faire ça, quoi. C'est clair. Écoute, je sais que tu avais d'autres obligations aujourd'hui, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire un peu les lectures que tu as ces temps-ci, le livre de chevet ou celui que tu recommandes, et, hormis les tiens, bien sûr. Pas d'auto-promotion, on mettra de toute façon tes liens dans le descriptif de la vidéo et du podcast. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu recommandes à nos auditeurs? Ouais, bien sûr. On va parler d'un livre Erol quand même il me semble que j'ai vu que tu l'avais lu. C'est le livre de Stan Leloup, Oui, Votre empire dans un sac à dos, que j'ai lu en version papier. Ouais, j'ai franchement adoré le livre parce que il rentre pas comme on l'a fait là enfin, il va pas en fait dans les détails des tactiques pour aller générer de l'audience sur Internet, etc. Il va plutôt parler de psychologie, d'état d'esprit. C'est un mec quand même assez fin dans ses analyses. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai lu pendant que j'allais voir mes parents à Toulon dans le train. J'ai vraiment bien aimé ce bouquin. Alors, il y a un autre livre, je fais encore un petit peu d'autopromo. Attends, C'est un livre. je passe quand même un message parce que Stan Ouais. me snob et ne me répond pas sur les réseaux. Stan, si tu entends cette dédicace, pense quand même à répondre. J'aimerais bien t'avoir sur le podcast, hein, voilà. Ah, ouais, ouais, ça serait super intéressant. Bah, d'autant plus que pour sa promo, il a été invité sur pas mal de podcasts. Peut-être que là, il a eu la naissance de sa fille, il a peut-être pas trop le temps. Je pense que si tu étais tombé sur le créneau fin d'année dernière, Ah non, je lui ai demandé je plein de pense. fois, mais je pense que j'ai pas Tu as demandé pas le voir? ouais, j'ai peut-être pas une assez grosse audience, je sais pas, ou il a pas. Ah non, 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 je pense pas. Enfin bon. Il y a un autre livre qui s'appelle Self Manager. Alors j'en parle, c'est encore l'autopromo, désolé. C'est Erol. J'ai accompagné en fait un auteur en tant que directeur d'ouvrage. Donc c'est un collègue chez Orange, donc j'étais super content qu'il publie ce livre où lui, il a justement partagé ses techniques un petit peu. Comment bien travailler en entreprise et avoir cet équilibre vie perso vie pro, comme c'est un peu le sujet dont on a parlé ici. Je pense que ça peut être pas mal, et il y a tout un chapitre notamment sur le télétravail. En ce moment, on n'est pas tellement habitué à ça, où il démystifie un peu le truc. Et normalement, aujourd'hui, c'est bien vu, mais avant, c'était assez mal vu parce que le manager n'a pas le contrôle. Donc, il parle aussi également d'outils, comme on parlait de trucs tech. Autre livre que je lis, j'ai démarré, c'est Les Routes de la Soie. Alors, je l'ai démarré parce que je suis abonné à Amazon Prime et on a le droit, avec Prime Reading, à 800 livres gratuits. En ce moment, il y a plein de comme ça. Il y a la Fnac aussi qui met à disposition des e-books gratuits.
Donc je viens tout juste de démarrer ça. C'est en fait un auteur qui dit il y a eu pendant des années le centre du monde, c'était pas l'Occident, c'est devenu l'Occident parce que il y a l'Europe a gagné, les Américains ont gagné avec les guerres successives, mais il y a eu tout un marché qui s'est passé sur l'Orient, sur les berceaux de l'humanité, un peu tout ce qui est la Palestine, Jérusalem, l'Inde, etc. Toutes ces routes-là, les routes de la soie, où il y avait du commerce, où il y a eu Alexandre le Grand qui a fait toute la traversée. C'est des choses en fait qu'on n'a pas l'habitude de lire. Je l'ai vu par hasard parce que c'était gratos dans l'Off Prime Reading, donc je suis en train de lire ça. Et il y a un autre livre que j'ai bien aimé, je l'ai lu en livre audio. Je lis aussi pas mal de livres audio, e-book et livre audio. Moi, je suis très, très digital. Livre audio, j'aime bien parce que je peux faire, alors pas en ce moment malheureusement, je peux faire mon footing en même temps. Et donc j'ai lu un livre, j'ai oublié le nom. Attends, je vais regarder, je triche, je regarde. Je vais expliquer de quoi il parle. En fait, il analyse un peu les recherches qui sont faites sur Google, comme je suis moi très fan de SEO, et il arrive à démontrer, en fonction de tendances de recherche, la vraie pensée des gens. Alors l'illustration, c'est un éléphant. Alors, comme je l'ai lu sur le livre, je vais aller rechercher le truc. Tac. Tout le monde ment, et vous aussi. Alors, on va continuer pour voir la couverture et l'auteur. Alors, il va m'afficher l'auteur. Je voudrais pas dire. Il s'appelle Seth Stephens Davidovich. Donc, c'est un éditorialiste du New York Times, et en fait, il fait un parallèle entre le big data et les comportements des gens. Donc, c'est un peu aussi dans la même veine que les analyses de Stan Leloup, mais là plus on va dire dans la donnée, dans l'analyse, dans les chiffres, où par exemple il arrive à déterminer que un truc simple pour que les gens comprennent, l'élection de Trump, tout le monde pensait qu'il allait pas être élu à l'époque. Il était loin derrière les différents candidats républicains, il était aussi loin derrière Hillary Clinton, et puis finalement c'est lui qui a gagné. Et on s'est rendu compte que finalement, les gens, ce qu'ils exprimaient dans les sondages d'opinion, c'était pas le reflet de leur vraie personnalité par rapport à leurs recherches qu'ils faisaient en ligne. Et il a pu voir notamment que dans certains États où il a été majoritaire, ou ce qui a permis de le faire gagner, les gens qui avaient plutôt des recherches un peu entre guillemets racistes, des blagues autour des, alors je sais pas si on peut dire ça sur un podcast, autour des noirs, le N-word en anglais, nigger, qui cherchaient des blagues sur les noirs en fait pour se moquer d'eux, quoi, quelque part. Et ils ont voté massivement, et donc avec le big data, ça c'était un exemple. Il y a d'autres exemples dans le livre qui sont vraiment très intéressants. On peut déterminer des tendances. De la prédiction, en fait, faire de l'analyse prédictionnelle. Ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. Écoute, pour finir, est-ce que tu aurais une citation qui t'accompagne, quelque chose dont tu as fait un mantra et qui pourrait rejoindre une forme de conseil, en fait, que tu pourrais nous partager? Ouais, ça va être le fil rouge de ce qu'on s'est dit. Choisis un boulot que tu aimes et tu auras jamais l'impression de travailler de toute ta vie. Je crois que c'est ça, c'est Confucius. Je sais pas si c'est la formulation exacte. Je sais pas si tu connais cette. Si, cette j'avais déjà citation. entendu parler. Je retrouverai la façon de l'écrire, et je te la mettrai dans les liens pour les auditeurs. Mais oui, je vois tout à fait l'idée. Tu la paraphrases peut-être un peu, mais effectivement, il y a quelque chose dans ce goût-là. Écoute, c'est parfait. Écoute, je vais te laisser là parce que je crois que tu avais d'autres obligations. Je te remercie pour ton passage et pour tes explications. On aura peut-être l'occasion de refaire un épisode s'il y a de l'engouement et si les gens ont des questions sur plus spécifiques sur le blogging, sur YouTube, etc. Voilà. Avec grand plaisir, merci beaucoup Patrick. Alors le nom de podcast, c'est Développement Royal, ou tu as un nom spécifique Comme le site. Comme ta chaîne YouTube, très bien. Tout est... C'est un bon branding. On essaye. Venant de toi, effectivement, ça sonne comme un compliment. C'était royal en tout cas, j'ai été bien accueilli. Merci beaucoup Patrick. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.
Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com.